Bien, merci. Nous allons démarrer sans plus attendre pour tenter de respecter les horaires qui nous ont été donnés. Donc, les musées et leur développement en région, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui peut être abordé par toutes sortes de prismes et d'angles. Et donc, au cours de cette table ronde, le choix, finalement, a été fait de l'aborder plutôt sous l'angle des publics, puisque c'est au final aussi ce qui nous réunit tous, dans un temps où les questions de l'accroissement des visiteurs se posent. De quel public parle-t-on alors que la notion de développement durable sous-tend aussi bien la conservation des collections, la scénographie, les expositions, que l'action culturelle. Cette thématique est très liée aussi au bouleversement que connaît notre société, aux enjeux aussi, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, des nouvelles organisations régionales depuis 2016, de nouvelles orientations politiques également qui redéfinissent la place et le rôle des musées dans la société, les attentes des publics, les relations au tourisme et toutes sortes d'autres points on a pu évoquer où tout cela était plus ou moins sous-jacent tout au long des tables rondes jusqu'à maintenant. Les musées sont résolument tournés vers le public. Ils sont attentifs aux évolutions économiques et culturelles, aux identités locales et régionales, et par-delà s'ouvrent aussi à la diversité d'un monde qui est en mutation. Donc l'institution muséale et plus largement les institutions culturelles, comme on l'a vu, sont questionnées. Les rôles et les missions des musées sont parfois, et même souvent, réinterrogés. Donc, la crise sanitaire et la fermeture des musées qu'on n'imaginait pas a également été un grand moment d'interrogation où les musées ont su aussi réagir et trouver des solutions pour continuer à être présents auprès de leur public et sur leur territoire. Et cela a réinterrogé aussi ces rapports au territoire et au public, ainsi que la spécificité des musées. Alors, au-delà de la conservation des collections, les musées participent également à la constitution de l'identité, à l'animation et au rayonnement des territoires et de leurs projets. Donc, nos 4 intervenants vont interroger les relations au public, notamment dans chacune de leurs régions, avec des territoires spécifiques, des réalités très différentes et devant faire parfois face à des injonctions politiques contradictoires entre sobriété énergétique et développement durable, public de proximité ou au contraire public dit éloigné, tourisme, et donc fréquentation et utilité sociale des musées. Donc que signifie aujourd'hui le mot développement pour les musées en région ? Quelle réalité cela recouvre-t-il vraiment entre collections, public et territoire ? Et donc, je vais laisser la parole pour commencer à Hélène Jagot. Donc, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça apparaît ? Donc, j'ai quelques images. Bon, juste pour... Ah, ça vient. Donc, la direction des musées Château-Tours fait partie donc, de ce mouvement de mutualisation relativement récent, puisque la direction existe depuis 2019. C'est une direction qui regroupe 3 musées sur le territoire de Tours, donc le musée des Beaux-Arts, le musée du Compagnonnage, Muséum d'histoire naturelle de Tours. Également un château, une collection, le château d'Azelle-Ferron, donc, qui est une collection musée de France dans l'Indre, qui est rattachée au musée des Beaux-Arts, avec donc, toutes les difficultés de gestion d'une collection à 80 km, donc dans un monument historique dans un autre département. Et puis donc également un équipement donc, de réserve mutualisée qui constitue évidemment un équipement supplémentaire, créé sans personnel supplémentaire, comme ce qui est bien souvent le cas
dans les directions. Et actuellement également un musée fermé, le musée des vins de Touraine, qui est en cours de déclassement et de retrait d'appellation, parce que c'est un musée qui ne rouvrira pas, puisque finalement son projet scientifique n'est plus d'actualité. Si on devait rouvrir un musée des vins de Touraine, on ne le ferait plus du tout à partir des collections existantes. Donc voilà un petit peu pour brosser le tableau. Donc les musées de Tours donc, sont en Touraine, qui n'est pas du tout une région qui se consacre aux musées. Comme vous le savez, nous avons une concurrence très forte des châteaux de la Loire. Les touristes viennent pour les châteaux et absolument pas pour les musées du territoire. Donc ça crée une première difficulté pour nous de développement dans la région, puisque nous avons certes une région à forte attractivité touristique, mais voilà, qui passe un petit peu à côté de nos établissements. Et à ce paradoxe, finalement, s'ajoutent de nouvelles injonctions politiques, comme le disait Brigitte, donc d'une collectivité, la ville de Tours, qui est engagée, qui souhaite s'engager de manière extrêmement privilégiée, presque quasiment exclusivement, auprès de ses publics locaux, et en particulier des publics éloignés de la culture. Alors, je vous ai mis, voilà, vous avez quelques vues d'action envers les publics, donc avec un fort engagement en particulier en direction du public scolaire et du jeune public par le biais de l'éducation artistique et culturelle. Donc la ville de Tours avait un énorme retard, donc là on est en train de le rattraper en galopant pour toute cette attractivité auprès du jeune public, et puis également donc un certain nombre de projets en direction des publics dits empêchés, donc à la fois des projets par exemple en maison d'arrêt, donc là un énorme projet qu'on a mené en 2021-2022 avec un groupe de détenus, et puis donc des interventions artistiques et des restitutions au musée des Beaux-Arts, avec la création d'un parcours sensible par des prisonniers de la maison d'arrêt, mais également donc d'une œuvre collective présentée au musée et qui ensuite a vocation à finalement faire partie d'une exposition itinérante avec le tribunal, puis l'institution pénitentiaire. Voilà, donc des projets qui sont assez variés. Je pense que Nicolas, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc également des projets en direction des personnes donc toujours éloignées de la culture, donc des projets en direction des EHPAD ou des personnes en situation de handicap, avec donc un fort ancrage dans le secteur médico-social autour de l'autisme, et puis d'un certain nombre de pathologies traitées par le centre hospitalier universitaire, et donc qui font appel à nous pour travailler sur de l'art-thérapie. Donc vraiment un ancrage sur tous ces publics éloignés, également donc le public en situation de handicap, avec là le travail qui avait été fait autour de Sculpturoscope, qui finalement était en une version miniature de ce qu'a fait le Palais des Beaux-Arts avec Prière de toucher. Donc voilà, donc un certain nombre de projets qui finalement à chaque fois sont des projets qui sont très impliquants pour les équipes, qui demandent des compétences spécialisées, qui sont évidemment très coûteux, puisque par exemple le projet avec la maison d'arrêt, c'était un projet qui a été mécéné en grande partie par la Fondation Orange, puisqu'il a coûté pas moins de 15 000 €. Donc pour un établissement, c'est énorme, pour on va dire une rentabilité en termes de public qui concernait une vingtaine de personnes. Donc vous imaginez bien que c'est des budgets qu'on ne peut pas consacrer systématiquement à toutes les catégories finalement de publics empêchés, et tous les ans, puisque ça représente des budgets absolument considérables. Et donc il y a toute une injonction qui est assez paradoxale entre l'idée d'ouvrir le musée et d'être extrêmement inclusif, et donc de développer ces projets vraiment spécifiques en direction de publics spécifiques, qui sont très coûteux et très chronophages pour les équipes, et en même temps d'avoir un certain nombre de partenariats, je sais pas si tu peux passer, donc, de partenariats nationaux et internationaux. Donc c'est le cas évidemment de l'adhésion du Musée des Beaux-Arts de Tours, en particulier à Frame, au réseau Frame, comme Lille, Marseille et bien d'autres.
mais également pour le Château Tours d'avoir un partenariat avec le Jeu de Paume, donc institution nationale, et puis de réaliser donc des expositions avec des prêts issus de collections nationales, comme en particulier la Bibliothèque nationale de France ou le Musée du Louvre. Donc voilà, donc des injonctions qui peuvent être assez paradoxales. Et puis également le désir des élus de développer les ressources propres du musée. Donc évidemment, qui dit ressources propres dit billetterie. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve avec à la fois des injonctions à une plus grande ouverture en direction des publics, avec des politiques tarifaires d'accessibilité. Donc, par exemple, nous, on a instauré la gratuité pour les moins de 26 ans, alors ce qui était plutôt une bonne opération, parce que c'était des publics qu'on ne voyait pas. Donc, au moins, finalement, maintenant, on les voit. Ils viennent au musée. Également, des gratuités pour les personnes en situation de handicap, les gratuités pour des personnes bénéficiant des minima sociaux. Et a contrario, une augmentation des tarifs, par exemple, pour des publics touristiques ou des publics plutôt de passage. Donc, quelque chose finalement d'un fil de développement qui peut des fois être assez complexe à expliquer aux administrés. Et puis, cette idée qu'il faut quand même réussir à un peu à engranger la billetterie, donc à faire du chiffre et donc à devoir organiser des expositions attractives qui fassent venir les publics. Et donc, avec aussi ce paradoxe, dans une région touristique, d'avoir à la fois un discours sur la sobriété énergétique et puis à interroger sur le développement touristique et de se lamenter, par exemple, de ne pas revoir les touristes chinois ou japonais revenir. Donc, il y a une tension, là, actuellement, on le voit dans pas mal de discours à la fois de politiques et de régionaux, où on ne sait plus trop, finalement, comment se positionner entre ce désir d'être plus proche des publics locaux, mais sans finalement se rétracter et se recroqueviller sur son territoire, et en même temps d'avoir un discours et une ouverture sur le monde, mais qui pose la question de la sobriété écologique. Donc voilà, donc vraiment sur le centre Val-de-Loire, c'est des questions qui sont vraiment posées de manière assez pratico-pratique. Voilà, en termes de communication, pour qui on communique, pour qui on fait nos projets. Et aujourd'hui, on n'a pas nécessairement de réponse, puisqu'on voit bien qu'il y a une tension assez claire entre certains désirs et puis certains souhaits, finalement, de pouvoir aussi bénéficier de mannes financières à la fois liées aux billetteries, mais également au développement du mécénat, voilà, qui ne se fait pas sans grand projet d'expo. Voilà. Je crois que c'est toi qui enchaînes. Merci Hélène, et on va laisser la parole à Laurent Védrine. Bonjour à tous. Donc, je vous parle de Bordeaux, du musée d'Aquitaine, qui en fait regroupe quatre entités. Donc, le musée d'Aquitaine en lui-même, qui est musée de France, deux autres musées qui sont au sein de cette entité, qui sont deux musées fermés qu'on essaye de maintenir visible, de rendre visible. C'est le musée Goupil, du nom d'un éditeur d'art et galeriste, très grand éditeur d'art du 19e siècle. Et le Centre national Jean Moulin, qui est un lieu qui est dédié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, pour aller vite. Et depuis quelques mois, il y a une autre institution qui nous a rejointes, qui est le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, Bordeaux, ayant également le label Ville d'art et d'histoire, ce qui nous permet aussi de pouvoir travailler sur cette question du dans les murs et hors les murs. Alors moi, je voulais juste commencer très rapidement justement par rapport à cette notion de développement qui bien sûr doit être mise en question. Et ce qui est toujours intéressant dans
dans nos métiers, dans nos musées, c'est à la fois le reflet de questions, le miroir qu'on tend à notre société. Par rapport à ces questions de développement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le développement d'une société ? On voit qu'il y a des débats qui sont très profonds, qui traversent en fait nos sociétés. On parle de décroissance, on parle de développement durable, on parle d'accroissement de la richesse, on parle de vision globale des choses. Et c'est vrai que les musées, parfois ils ont un temps d'avance, parfois ils ont un temps de retard, mais il y a ces questions bien évidemment qui nous traversent, avec des injonctions paradoxales et puis aussi à des évolutions de contexte qui sont absolument essentielles. Et le contexte que l'on vit actuellement, c'est notamment la raréfaction de la ressource. Donc comment on peut parler aujourd'hui de développement avec une ressource qui se raréfie ? C'est des ressources financières qui diminuent, ce sont des ressources humaines qui diminuent, c'est aussi souvent une précarisation qu'il peut y avoir dans différents domaines. Donc comment peut-on parler de durabilité aujourd'hui en ayant cette difficulté de pouvoir aborder l'avenir sur un temps plus long ? C'est aussi des questions et des termes qu'on connaît tous, notamment et qu'on a tous écoutés ou peut-être inscrits dans nos feuilles de route, les feuilles de route aussi politiques, la question de rayonnement. Parfois, le rayonnement, ça devient presque un gros mot. Donc, on nous dit, mais rayonnement, ça veut dire des visiteurs qui viennent de loin. Nous, on souhaite aussi toucher donc, un public de proximité. Donc, on est vraiment un petit peu dans ces injonctions paradoxales, dans ces contraintes, dans cette nécessité de devoir s'adapter, de se dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot de développement ? Et qu'est-ce qu'on met derrière le mot de développement ? C'est nous, en tant que professionnels, mais la notion de développement, elle peut avoir un autre sens de la part des élus, par exemple, des autorités de tutelle. Le développement, c'est quoi ? C'est le chiffre de fréquentation, c'est les recettes aussi, qui, là aussi, sont bien sûr très importantes pour pouvoir s'inscrire dans la durée, c'est la proximité, c'est des actions qui sont beaucoup plus qualitatives, on va dire, où là, on n'a pas d'indicateur, et c'est bien peut-être aussi toute la difficulté. On parle beaucoup aujourd'hui de participatif, d'inclusion, et on sait que c'est du temps. Le temps, ça, bien sûr, on prend plus de temps quand on travaille avec d'autres partenaires. Donc il y a toutes ces questions en fonction de là où on se trouve, du point de vue des changements politiques aussi, où il peut y avoir. Donc nous, il y a eu un changement politique il y a 2 ans, où on voit que la notion de développement, notamment vis-à-vis de ces musées, a évolué. Et je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est juste une réalité. Donc comment on arrive à faire avec tout ça dans un environnement qui, pour chacun d'entre nous, est différent. Diapo suivante, super. Donc une carte de la Nouvelle-Aquitaine, cette nouvelle région qui est grande comme l'Autriche, qui regroupe donc trois anciennes régions. La région Aquitaine, la région Poitou-Charentes et la région Limousin. Et donc avec tout un réseau, tout un tissu de musées, et donc une capitale régionale qui est Bordeaux, que vous voyez sur la carte. Donc ville de 250 000 habitants dans une métropole d'environ 1 million d'habitants, avec sur cette question de développement et sur cette question de relation avec les publics, vu que c'est l'angle d'attaque qui a été choisi pour cette table ronde, c'est comment justement un musée tel que le musée d'Aquitaine, qui a 3 échelles, en fait, une échelle qui est une échelle locale, on a un musée municipal, on a un musée d'histoire de ville, une échelle qui est régionale, donc on s'appelle musée d'Aquitaine, peut-être un jour musée de Nouvelle-Aquitaine. On va essayer de faire du naming avec la région Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils puissent nous accompagner de manière plus importante d'un point de vue financier. Et musée d'Aquitaine qui s'inscrit aussi dans cette vaste planification qu'avait envisagé Georges-Henri Rivière avec ses musées régionaux, musées alsaciens, musées dauphinois, musées de Bretagne, musées de Normandie, vous les connaissez tous, avec aussi cette volonté de pouvoir mailler le territoire et de pouvoir conserver le patrimoine matériel et immatériel, notamment des zones rurales avec des profondes mutations. Et puis une 3e dimension, qui est une dimension en fait de ces 2 territoires, ville de Bordeaux, ville portuaire,
et région Nouvelle-Aquitaine, aussi territoire frontière avec le reste du monde, avec une dimension océanique, et on parle notamment de la question de l'esclavage et de la traite négrière, et puis une dimension mondiale, notamment à partir du XVIIIe et XIXe siècle. Donc comment on arrive à faire? Et pour reprendre la question des publics, on est donc sur un territoire extrêmement vaste. Est-ce que le musée accueille donc un public issu de ce territoire de Nouvelle-Aquitaine, et je pense notamment à la question du public scolaire. On voit que là aussi, un musée régional, on se dit c'est formidable qu'il y ait des écoles qui puissent venir des quatre coins en fait de la Nouvelle-Aquitaine pour avoir un petit peu découvrir ce musée, et puis d'avoir une idée de ce que c'est aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine, avec notamment de nouveaux espaces qui ont été ouverts. Et bien sûr, on est confronté à ces difficultés et ces paradoxes, notamment à l'éloignement des publics, avec aussi une autre problématique qui est en région et absolument vertigineuse, je trouve. Quelqu'un ce matin parlait de la fracturation qui peut agiter, secouer nos territoires. Là, vous avez une métropole qui est riche, et vous avez des territoires qui sont de plus en plus dans des situations parfois de déshérence. Et on voit aussi, on le voit très simplement lors des différentes élections qu'il peut y avoir. On peut le voir aussi à travers le mouvement des Gilets jaunes, où Bordeaux a été l'un des épicentres en fait, du mouvement des Gilets jaunes en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que les prix des loyers ont tellement augmenté avec des processus de gentrification que les personnes qui travaillent à Bordeaux sont obligées d'habiter de plus en plus loin, et qu'à un moment donné, ça devient extrêmement difficile pour cette population. Donc comment, là aussi, un musée qui est municipal, mais en même temps qui s'appelle Musée d'Aquitaine, répond à un certain nombre de questionnements qui sont extrêmement profonds, de se dire comment on arrive à toucher au-delà de l'hypercentre de Bordeaux d'autres populations qui soient à la fois sur Bordeaux, par exemple rive droite, qui soient sur un territoire métropolitain, et qui soient sur un territoire beaucoup plus large. Alors, il y a des éléments de réponse, essayer de travailler, bien sûr, à plusieurs, si on peut passer à la diapo suivante. Et on a quelques atouts en main, si je puis dire, c'est pas très respectueux. C'est notamment Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, dont il y a un lien qui date d'un peu plus de 400 ans entre le site du musée d'Aquitaine et Michel de Montaigne, qui a été inhumé donc en 1593, donc à l'emplacement même du musée d'Aquitaine. Et aussi musée qui possédait il y a quelques années, ou plutôt le couvent qui était installé ici, l'exemplaire des essais de Bordeaux, donc l'exemplaire des essais annoté de la main de Montaigne. Donc là, il y a tout un projet aujourd'hui de pouvoir à la fois travailler la question d'un lieu qui soit dédié à Michel de Montaigne, donc à Bordeaux, avec notamment une redécouverte qui a fait une une internationale il y a 3 ans du tombeau de Michel de Montaigne. Là, ça pose d'autres questions, et notamment la question de la mémoire, qui aussi peut partir très très vite. Et aussi travailler la mise en réseau avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Donc jouer vraiment cette question de la notoriété, et jouer aussi cette question qui me paraît absolument essentielle, des résonances contemporaines que peuvent susciter des collections, en l'occurrence ici ce cénotaphe, par rapport aux réflexions bien évidemment de Michel de Montaigne. C'est aussi donc d'autres collections qui peuvent nous aider là aussi à réfléchir à ces questions de développement. C'est des collections, et notamment des collections contemporaines là pour le coup, et aussi donc la notion de parcours permanent. Alors le parcours permanent, ça fait rentrer moins de visiteurs. On l'a constaté par rapport à des expos permanentes, quand on renouvelle les éléments du parcours permanent. Mais bien évidemment, ça permet de répondre là aussi à un certain nombre d'attentes pour comprendre, pour donner des clés de lecture pour notre territoire. Et là aussi pour poser d'autres questions contemporaines par rapport à notre public. Vous savez que la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas seule à subir un grignotage du trait de côte.
c'est la question, c'est la problématique des incendies de forêt, donc juste derrière le cordon dunaire. Donc il y a des problématiques absolument existentielles aujourd'hui pour ces populations, et c'est important là aussi de poser un certain nombre de questions et de prendre un petit peu de recul, d'essayer de refroidir, excusez-moi le jeu de mots, le sujet pour essayer de comprendre un petit peu sur ce temps long l'évolution de nos sociétés, pour aussi réfléchir à notre société actuelle. C'est également toujours par rapport à la question des publics et par rapport à la question du développement, cette question des collections extra-occidentales. Donc je ne reviendrai pas sur les notions de restitution, de traçabilité, si ça a été évoqué hier. Je parlerai plutôt d'une autre question, qui est la question de notre responsabilité. Par rapport à ça, notre responsabilité notamment en termes de représentativité de notre société ou de nos sociétés. Aujourd'hui, et c'est un fait, c'est comme ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, la plupart de nos collections, et c'est le cas pour ces collections du musée d'Aquitaine, ce sont des collections qui ont une histoire de plus de 400 ans. C'est ce qui fait aussi la richesse en fait, de cette collection, qui est d'un peu plus d'1,3 million pièces. Et collection en fait, qui a été acquise, qui a été constituée par une société bourgeoise ou des sociétés bourgeoises au fil du temps, avec aussi des goûts, avec des choix, qui fait qu'aujourd'hui, le parcours que l'on a, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans ce parcours. On voit plutôt une évocation d'élite qu'il y a. Et c'est intéressant, et c'est aussi des courants historiographiques aussi actuels, c'est d'essayer de rendre un petit peu plus visible la diversité de nos sociétés, de nos populations. Ça passe notamment par la manière dont on présente les collections extra-occidentales et qu'est-ce qu'on en dit. Et aussi, après, se pose une autre question, c'est la question de la matérialité de notre histoire, la diversité de notre histoire. Et je pourrais y revenir, mais je ne vais pas y revenir maintenant. C'est notamment sur la place de l'archéologie, qui me semble absolument déterminante pour donner un peu plus de diversité, de variété dans notre histoire et la manière dont on en parle. Et dernière chose, je finis par là. Donc, c'est quand on parle de développement, quand on parle de public, comment on fait ? On essaye les uns et les autres de trouver un certain nombre de solutions et d'osciller entre ces différentes injonctions paradoxales. Et c'est sans doute de partir de là où on est. Donc ici, avec un musée qui est en plein cœur de ville, inscrit dans la cité. Donc on essaye de travailler avec un principe de cercle concentrique pour pouvoir travailler avec ces publics de proximité. Ensuite, progressivement, en essayant de faire tache d'huile, essayer de travailler avec des publics de plus en plus larges. Moi, je voudrais terminer par une chose par rapport à cette question de développement. Et c'est une suggestion en fait, que je soumets à l'AGCCPF, mais peut-être que ça a déjà été fait. Là, on s'interroge sur cette question de développement. On voit là aussi qu'encore une fois, on peut avoir différentes compréhensions de cette notion de développement. Et ce qui serait intéressant, justement, de pouvoir se dire, nous, AGCCPF, on définit un certain nombre d'indicateurs. On se dit, voilà, pour nous, c'est quoi le développement ? Et que ça puisse aussi s'inscrire. C'est un point de vue, mais je pense que ce point de vue ne serait pas vraiment inutile, à la fois en termes de réflexion en interne, et merci d'avoir proposé ce thème aujourd'hui, mais aussi vis-à-vis de nos élus, vis-à-vis de nos différents partenaires. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par le développement d'un musée en région ou ailleurs ? Merci. Je donne la parole maintenant à Pierre-Antoine Gérard. Non, qu'est-ce que je dis ? C'est pas l'ordre que vous aviez donné. Non, pardon, Nicolas Potier, pardon, Nicolas. Mais c'est-à-dire que je voyais une tête à Nicolas Potier. Très bien, oui, merci. J'ouvre le PowerPoint en même temps. Bonjour donc, à toutes et à tous. Je rappelle, Nicolas, que tu as 10 minutes. Oui. Pas plus. Moi, je suis près du PowerPoint, donc je vois le temps qui court. Merci. Merci, Brigitte. Oui, alors effectivement, la question de notre développement, du développement des institutions, des publics, au bénéfice des populations pour lesquelles on travaille, service des communautés,
est très important et elle est au cœur aussi de l'enseignement qu'on reçoit à l'INP en tant que fonctionnaire territorial. Donc moi, je suis à Sens, donc dans l'Yonne, depuis 2017, et donc frais élève conservateur. J'ai commencé par faire le bilan pour écrire mon PSC. Donc Charles Personnaz n'est pas là, mais bon, voilà. Donc j'ai écrit mon PSC, un premier devoir. Donc vous le voyez à l'écran, les musées de Sens sont installés donc dans l'ancien archevêché, à côté de la cathédrale, dans des bâtiments magnifiques, mais qui peuvent aussi prendre un aspect parfois un peu intimidant pour certaines populations éloignées. Et c'était un peu le bilan de la fréquentation et aussi le bilan qualitatif des publics qui étaient accueillis dans l'établissement. Pour une commune donc, qui, je le rappelle ou je le précise, fait à peu près 30 000 habitants, et dans lequel près d'un quart de la population vit en quartier politique de la ville. Donc on a ici un très bel exemple de ce qu'on a vu dans les jours précédents, ces musées de la Troisième République, avec des collections très variées, dans des bâtiments magnifiques. Ici, vous voyez donc la salle du Palais Synodal qui nous sert d'exposition. Donc là, j'ai pris une photo pour montrer les volumes hors exposition, le volume disponible. Donc sur des bâtiments qui sont chargés d'histoire, mais également avec un fort impact culturel. Donc pour le bilan de la qualité des publics, c'était une fréquentation qui était autour de 30 000 personnes, donc là je parle avant la Covid. Presque 15 à 20% de la fréquentation se faisait aujourd'hui du patrimoine. Les expositions temporaires qui attiraient presque 40% de la fréquentation globale, et aussi et surtout une majorité du public qui venait en bénéficiant d'une exonération, près de 60%, et c'est encore le cas aujourd'hui où on reprend un peu un fonctionnement normal après la triste parenthèse du Covid. Voilà. Donc, à partir de ça, je réfléchis un peu au public que je souhaite continuer à accueillir et envers lesquels il faudrait qu'on fasse une action de développement. Et donc, je décide d'intituler mon PSC de façon assez simple, mais aussi très, très invitante, très accueillante, PSC, un musée pour tous, avec un grand axe autour des publics dans le développement et une ambition donc, de s'adresser à un vaste public d'amateurs, puisqu'on est dans une collectivité qui a une société archéologique fondée bien avant le musée, qui date de 1844. Donc on a une communauté d'amateurs très très ancrée, des visiteurs réguliers bien sûr, des scolaires, mais aussi des associations, et puis chercher à accueillir, à aller chercher le public éloigné. Voilà, donc là je vous montre encore un aspect qui peut aussi être intimidant, donc dans les salles du trésor de la cathédrale, avec ici l'ancienne chapelle privée des archevêques, reconvertie aujourd'hui en salle d'exposition permanente. Un autre aspect qui est aussi la collection gallo-romaine, l'un des fleurons des musées de Sens, est ici installé dans les souterrains de l'ancien archevêché, donc une collection funéraire gallo-romaine très très importante. Donc pour trouver des publics, effectivement, on mène, comme tous mes collègues, comme vous toutes et tous ici, les actions de médiation, et on s'appuie aussi sur des relais. C'est ce que je tente de faire là, depuis 5 ans. On s'appuie sur les relais des enseignants pour aller chercher les publics scolaires. On s'appuie aussi sur d'autres relais. En l'occurrence, ici, vous voyez des visites guidées d'expositions temporaires d'art contemporain qui ont été menées à destination d'ateliers de dessin, d'associations de pratiques artistiques, avec l'idée, bien sûr, de leur ouvrir les salles pour des pratiques, des séances de pratiques en toute sécurité, mais aussi pour découvrir et expérimenter à leur façon les techniques des artistes. Donc ici, Jean-Pierre Pincemin et donc dans la salle synodale que vous reconnaissez, Gérard Fromanger, donc les 2 expositions que j'ai eu le plaisir d'organiser cet été. Et puis aussi donc, pour d'autres publics qui viendraient pour d'autres découvertes, on organise des escape games. Donc ici, un escape game dans les salles du Trésor, ou encore, pour un public, et ça j'ai vu qu'on faisait ça aussi au Louvre-Lens, des séances de yoga. Des séances de yoga pour donner envie et aussi un petit peu désintimider, alors c'est un néologisme, mais désintimider les publics qui viendraient pour profiter du musée pour d'autres pratiques,
avec l'espoir qu'ils reviennent, effectivement. Mais bien sûr, on n'a pas forcément toujours le suivi du public qui permet d'être sûr de cet investissement, de cette ouverture. Mais on peut aussi se dire que finalement, on offre une ouverture qui est de l'ordre de la convivialité, de l'ordre de la découverte d'une pratique sportive douce, et qui fait partie finalement des bénéfices de ce que l'on fait au sein de la collectivité, et pas forcément uniquement pour l'établissement. D'autres propositions un peu plus classiques, hein, ici des tableaux vivants. Donc ici, il y a un tableau qui s'intitule « La visite à la ferme ». Et donc on voit les enfants qui se costument et qui rejouent la scène du tableau qui est derrière. Je vais faire un petit focus un peu plus appuyé sur ce que l'on a présenté l'année dernière au Journée du patrimoine, donc un spectacle qui s'est intitulé « La voix des âges ». Alors c'est un spectacle qui a été monté par une compagnie en résidence au conservatoire. Alors effectivement, ça a été initié avant la Covid, donc ce qui fait que la restitution qu'on a réussi à faire avec les collègues en 2021 faisait suite à de nombreuses mises en arrêt, mises en pause, puisque le travail en résidence dans les quartiers, avec les élèves du conservatoire et avec les enseignants, avait connu de nombreuses incertitudes. Mais enfin, en septembre 2021, on peut ouvrir le musée et accueillir donc ce grand spectacle au bout de 3 ans de résidence. Donc c'est un spectacle qui a été assez inclusif ici aussi. On le voit ici avec 2 scènes, 2 tableaux, puisque c'est un spectacle à travers les salles. Donc 2 tableaux. L'image en haut, on voit donc des enfants qui présentaient des objets de leur famille, donc devant une grande inscription dynastique de l'époque gallo-romaine. Et donc il y avait aussi ici un jeu de présenter eux aussi leur propre dynastie et leurs propres souvenirs matériels, chacun leur tour. Et puis au centre, ce que vous voyez donc dans la grande cour de l'archevêché, qui était donc un spectacle mi-dansé, mi-récité, avec des souvenirs des parents, des souvenirs des pères et mères, des souvenirs d'immigration également, puisque comme je l'ai dit, on avait travaillé avec le conservatoire et avec des associations d'insertion culturelle. Donc ça a été un très très grand succès. On avait à peu près 400 visiteurs, ce qu'on n'imaginait pas pouvoir avoir quelques mois après la Covid. Près de 90 adultes et enfants ont été impliqués et ont participé aux différents tableaux vivants du travail, avec ici aussi une approche interétablissement, interdisciplinaire, qui, pour nous aussi, faisait un beau symbole pour reprendre une sorte de vie culturelle, de vie collective et de partage d'esthétique les uns les autres. Voilà. Donc effectivement, cette interdisciplinarité, elle reste forcément dans nos établissements locaux de villes moyennes au cœur de nos perspectives et au cœur de notre dynamisme. La semaine dernière, le collègue du conservatoire m'a proposé la suite de La Voix des âges. Donc on va pouvoir donner un autre spectacle avec d'autres esthétiques, bien sûr, et d'autres problématiques, mais qui aura aussi, dans 1 an ou 2 peut-être, le même rayonnement. Voilà. Donc ce que je dirais peut-être pour conclure, c'est que nous sommes à la tête d'établissements, on a l'envie de les développer, bien sûr, mais que pour le développement, moi c'est en tout cas mon souhait et mon expérience, on peut aussi s'appuyer sur d'autres collègues, d'autres professionnels, pour justement faire le relais et aller chercher des publics un peu éloignés, intimidés, comme je l'ai dit, par l'esthétique et par les collections, et puis aussi qui, peut-être, n'ont pas forcément le goût de l'archéologie, de l'histoire religieuse, de la cathédrale, de l'architecture, mais pour lesquels le musée peut être un terrain de jeu, un terrain d'émerveillement et un terrain de rêve dans d'autres esthétiques et dans d'autres acceptations. Voilà, je vous remercie. Voilà. Dernier PowerPoint, c'est toi. Et enfin, Pierre-Antoine Gérard. Merci. J'ai 3 quarts d'heure, hein, c'est ça? En raccourcissant à 10 minutes. Merci. Chers collègues, bonjour. Alors je viens ce midi même témoigner
d'une démarche expérimentale qui est en cours au niveau du territoire de la métropole du Grand Nancy et qui, comme vous allez le voir, interroge le territoire, ses acteurs et aussi nous en tant que responsables d'institutions muséales à plusieurs titres. Alors le décor rapidement, on a parlé ce matin, enfin tout à l'heure, des transferts de propriétés, de compétences et autres et d'équipements. Donc la métropole gère en direct à travers une compétence de diffusion de la culture scientifique et technique plusieurs établissements. Donc un muséum d'histoire naturelle, le Féru des sciences qui est l'ancien musée de l'histoire du fer, un jardin botanique et un château Maison des Illustres. Donc ça fait 5 sites, 270 000 visiteurs à l'année, et un modèle de fonctionnement assez original avec l'Université de Lorraine, puisqu'on est sur des thématiques de culture scientifique et technique. Donc ça, c'est le contexte, avec au niveau de l'organisation politique, depuis des années, des vice-présidents délégués à ces équipements de culture scientifique et technique. Voilà, une gestion d'équipements. Et puis, on peut passer à la slide suivante. Une nouvelle ambition à la faveur des récentes élections municipales et métropolitaines, vous en avez parlé tout à l'heure, ça peut changer aussi le contexte. Et les élus ont souhaité proposer et développer un projet culturel à l'échelle du territoire, à l'échelle de la métropole, qui n'a pas la compétence culture. En tout cas, elle est restée dans les communes qui ont leur propre politique culturelle. Mais ça ne nous empêche pas, à travers nos établissements et le soutien que donne la métropole à certains opérateurs et à certains événements culturels du territoire, à travers d'autres politiques publiques, par exemple l'urbanisme, par exemple la cohésion sociale, de faire de la culture. Alors ce projet culturel, il s'appuie, qui est voulu collaboratif et transversal, il s'appuie sur la notion des droits culturels, que vous connaissez tous, on pourra y revenir tout à l'heure. Et c'est un projet ouvert à en tout cas qui se veut ouvert à toutes les expressions culturelles présentes sur le territoire, y compris les pratiques amateurs. Alors on se fait accompagner dans cette démarche-là par l'OPC, que vous êtes sûrement nombreux à connaître à Grenoble, l'Office des politiques culturelles, sur lequel nous ne sommes pas en prestation de service, mais vraiment en coproduction, ce qui fait que l'OPC se sert aussi de notre territoire comme d'un lieu d'expérimentation et d'analyse de ce qu'ils vont pouvoir peut-être proposer ensuite dans d'autres territoires. Donc on expérimente, on teste, et l'objectif étant d'un point de vue politique, mais aussi social, de faire métropole par la culture. Donc forcément, ça interroge le fonctionnement des établissements en régie directe de la métropole, les acteurs culturels qu'elle soutient, mais aussi les communes qui elles-mêmes continuent et gèrent leurs propres établissements. Et d'un point de vue organisationnel, ça nous a fait transformer une direction des musées scientifiques en une direction du développement du projet culturel métropolitain, ce qui interroge pas mal de choses. Voilà, merci Nicolas. Alors, ce projet culturel, il a 3 grands principes. La relation, je vais passer très vite dessus, mais c'est la relation entendue comme un processus de co-construction du projet. C'est notamment se faire rencontrer les acteurs, créer des communs, mettre en partage nos pratiques et faire dialoguer aussi les cultures. Le deuxième principe, c'est l'intersectorialité. C'est dans une métropole, une maison d'ingénieurs, aller essayer de mettre de la culture au contact des autres politiques publiques, aller voir les collègues qui s'occupent d'urbanisme, peut-être leur proposer des projets d'urbanisme transitoire, les collègues qui s'occupent des plans de déplacement, essayer de faire en sorte qu'on puisse aussi apporter une touche artistique ou une touche culturelle à des choses qui sont assez froide, technique, et voilà. Donc c'est ces questions-là. Et le dernier axe, c'est les droits culturels. Je ne reviens pas dessus, mais cette question, c'est la reconnaissance pour chacun d'entre nous de notre capital culturel et de notre droit à contribuer à la vie culturelle du territoire. Alors, oui, on peut. Merci Nicolas. Il s'agit ici forcément d'un renversement profond, puisqu'on passe d'une logique de l'offre culturelle, donc un objectif de démocratisation culturelle, à une logique de contribution. Et là, on est plutôt vers de la démocratie culturelle. Donc pour nos établissements qui avons nos propres, on l'a dit tout à l'heure, PSC, nos propres contraintes de calendrier, notre propre fonctionnement, comment on peut passer à une logique d'utilisation, d'imprégnation des droits culturels dans notre fonctionnement. Là, je m'appuie notamment sur ce qui a été fait par l'ICOM en 2019 à Rennes, sur cette journée qui s'appelait Musées et droits culturels. Et on se rend compte qu'il y a 3 échelles, 3 niveaux sur lesquels on peut appréhender cette notion. D'une part, dans la relation
que les visiteurs ont entre eux, que les visiteurs ont avec l'équipe, avec le bâtiment et surtout avec les collections, dans une volonté de croiser, de partage, de travailler sur ces questions d'approche, des démarches inclusives, on en a parlé. On se rend bien compte dans nos établissements que travailler juste à l'accessibilité de nos collections sur les jours, les horaires d'ouverture, sur la cohérence de la médiation, ça ne suffit plus et qu'il faut qu'on aille plus loin dans la relation. Donc c'est un premier niveau sur lequel on peut œuvrer. Nous, on le fait à travers des programmes de sciences participatives, par exemple, où la communauté scientifique rencontre les enfants, le public, les associations. On peut avoir la même chose sur les collectes documentées d'instrumentation scientifique ou autres, à travers, encore une fois, des communautés scientifiques notamment. Donc, c'est le premier niveau, c'est la relation. Ensuite, on peut avoir un second niveau qui touche à la gouvernance de nos institutions, ou peut-être plus modestement à la gouvernance de nos projets culturels, c'est en tout cas ce qu'on essaye de tenter. C'est-à-dire que si on considère que le musée est un bien commun, c'est ouvrir son fonctionnement aux compétences et au savoir-faire des parties prenantes qui peuvent lui être associées ou rattachées. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire au Muséum Aquarium actuellement avec un projet qui s'appelle Parenthèse, qui est qu'on a proposé à un panel de visiteurs de s'associer à l'équipe pendant plusieurs mois. Le groupe se réunit une fois par semaine en toute convivialité et œuvre à une thématique scientifique, donc qui est en lien avec le PSC de l'établissement, et va pouvoir proposer une restitution aux visiteurs. Donc on a réservé 2 salles au printemps prochain. À l'heure actuelle, on ne sait pas quelle est la forme qui sera choisie par le groupe. Ce sera peut-être une expo au sens classique, mais ça pourrait être un concert, ça pourrait être une performance, ça pourrait être un arpentage sur le territoire, enfin bref. Et donc, on l'a appelé parenthèse parce que cette gouvernance partagée, elle n'est encore pas généralisée. Je ne sais même pas encore si c'est souhaitable de la généraliser, mais en tout cas, c'est une expérimentation qu'on tente et qui s'inscrit dans ce projet culturel. Merci. Oh, c'est pas mal. Et peut-être, on pourrait y revenir après tout à l'heure, ça questionne aussi les équipes du musée, comment elles peuvent s'inscrire, elles, puisqu'elles se mettent au même niveau que le public. Alors on pourra aussi échanger sur la question de l'expertise, où chacun parle et se situe dans une démarche comme celle-ci. Et puis le troisième niveau, c'est la question du territoire, c'est comment un établissement muséal peut bénéficier de la richesse qui est sur son territoire pour s'enrichir et pour traduire cette diversité dans ses actions. C'est notamment ce qu'on va prochainement faire au Féru des Sciences, puisqu'on va proposer un plateau totalement nu et ouvert à des collaborations, à des contributions d'acteurs culturels du territoire, sur lesquels, je pense à des MJC, on est dans un quartier un petit peu particulier, vont pouvoir monter avec des opérateurs culturels ou sociaux, des projets qui ne se feront pas forcément avec nous. Alors c'est mieux si c'est avec nous, mais on n'interdira pas que des projets puissent se faire sans nous, et en tout cas sur des thématiques scientifiques, mais où le musée puisse être une caisse de résonance de ces pratiques-là. Voilà. Donc ça aussi, ce sera expérimental, on verra comment ça prend. L'idée est de faire une communauté autour du musée et l'inscrire pleinement dans son territoire. Voilà. J'en ai pratiquement fini, simplement dire que ce changement d'approche, on a parlé de développement, ce changement d'approche pour des établissements qui étaient gérés un petit peu les uns à côté des autres, puis en partie mutualisés, là, faire en sorte qu'ils soient en prise directe via les droits culturels sur un territoire, c'est vraiment un changement de logique qui, à titre personnel, je trouve ça pleinement enrichissant, passionnant dans cette aventure. Après, je sais aussi que c'est des perspectives qui peuvent piquer, qui peuvent crisper, notamment les communes, on a un petit peu parlé, notamment certains acteurs culturels qui sont accompagnés financièrement par la métropole, qui, s'ils ne jouent pas le jeu, entre guillemets, de ce projet-là, peuvent voir leur niveau d'accompagnement peut-être un petit peu retravaillé différemment, pour le dire politiquement correct. Voilà, mais c'est une ambition qui est vraiment intéressante pour des musées qui sont totalement ouverts sur leur territoire. Je vous remercie. Merci d'avoir respecté les délais, puis on laisse la place à la table ronde suivante. Oh,